Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Le chef par intérim de la famille Gon Coulibaly rend hommage à leur fils, le Premier ministre décédé subitement mercredi dernier. Pour sa mémoire, 8 jours de deuil national ont été décrétés dans le pays. 2000 familles à Goblet sont menacées de déguerpissement. Ils occuperaient un terrain qui appartiendrait à un ancien ministre de l'Éducation nationale. Un site qui serait aussi classé au patrimoine de l'État. Et puis le dossier du jour nous envoie dans la ville d'Azaguié. Là-bas, l'horticulture est l'une des principales productions de la ville. Et pourtant, elle reste encore sous-exploitée. Mais d'abord, le gouvernement est solidaire de la douleur de la famille biologique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce vendredi, les membres de l'équipe gouvernementale se sont rendus au domicile familial de leur défunt chef. Ils ont traduit à la famille éplorée et surtout à la mère de l'illustre disparu leurs regrettées condoléances. La Côte d'Ivoire officiellement en deuil jusqu'à vendredi prochain, date de l'inhumation du Premier ministre. Sa famille qui continue de le regretter. On va écouter le chef par intérim de la famille, Gon Coulibaly. Son père, feu Gon Coulibaly, avait vu juste en faisant avoir à son premier fils une éducation sur 2 heures géosociologiques. Il est né à Abidjan, il a fait la première partie de son enfance à Abidjan. Mais très tôt, son papa a commencé à lui faire vivre 2 réalités sociologiques. Une éducation de base dans sa famille nucléaire, c'est-à-dire entre papa et maman, qui a été vécu à Abidjan. Et dès l'instant où son père a senti et compris qu'il pouvait ajouter aux intrants de la famille biologique ceux de la grande famille, il a commencé à fréquenter Korogo. D'abord pour découvrir les principaux membres de la grande famille, et puis ensuite apprendre à parler ce nouveau. Vous allez remarquer que très souvent, quand il est à Korogo, c'est pour ses amis hôtes, ceux qui le reçoivent, qu'il parle français. Mais quand il s'adresse à ses parents, il s'exprime en ce nouveau. Et ensuite, il a fait son initiation culturelle, qu'ici nous on appelle l'Oporo. Et la dernière éducation, c'est celle du Saint-Coran, Amadou Gon et El Hadj. Donc il y a le soubassement de la famille nucléaire et de la grande famille. Et ensuite, le raisonnement de l'école occidentale. Il y a l'éducation culturelle à travers son initiation au Poro. Et il y a l'éducation musulmane. Amadou Gon aurait pu éliminer l'éducation spirituelle, éliminer l'éducation du Poro, éliminer l'éducation de la famille nucléaire et de la grande famille pour ne maintenir que l'école occidentale. Parce que finalement, c'est à travers elle que la vie politique qu'il mène aujourd'hui devrait se faire. Mais le fait qu'Amadou Gon ait rendu convergente ces éducations, ça en a fait un leader potentiel. Le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire soutient que l'opération de la révision de la liste électorale s'est déroulée dans un climat apaisé, un climat que le Conseil souhaite voir perdurer pour le bon déroulement des scrutins à venir et notamment la présidentielle d'octobre prochain. Une présidentielle sans candidat pour l'instant du RHDP, le parti au pouvoir qui vient de perdre son candidat. Salif Yalekwe, Eric Kemo. L'inscription sur la liste électorale qui s'est déroulée du 10 juin au 5 juillet dernier a eu lieu dans un climat général apaisé. C'est ce que note le Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, qui publie son rapport d'observation. La mission a constaté que l'opération de révision de la liste électorale s'est déroulée du 10 au 24 juin avec 2 prolongations, respectivement les 25 au 30 juin
et du 1er au 5 juillet, dans un climat général apaisé, dans les centres visités par le CNDH, à savoir les 2292 centres visités. Aucun incident majeur n'a été observé ni porté à l'attention des équipes d'observation du CNDH. La mission a noté une absence quasi générale des forces de sécurité dans les centres d'enrôlement visités. Toutefois, aucune perturbation entachant globalement l'opération n'a été observée par les équipes du CNDH. L'affluence dans les centres d'enrôlement a donc connu un pic de mobilisation dans la période du 30 juin au 5 juillet 2020. L'occasion pour le CNDH-CI de faire des recommandations en vue de l'élection prochaine. À la CEI, de procéder régulièrement à la révision de la liste électorale conformément aux périodes et modalités prévues par les textes en vigueur, aux partis politiques et groupements politiques de recourir aux voies légales en cas de contestation, de renforcer les compétences électorales des militants des partis et groupements politiques, tout en mettant un accent sur la prise en compte des droits de l'homme en matière électorale. La commission électorale indépendante chargée d'organiser les élections en Côte d'Ivoire a annoncé mercredi l'ouverture des candidatures pour l'élection présidentielle d'octobre 2020. Les candidats ont jusqu'au 1er septembre pour envoyer leur dossier. On en vient au traditionnel bilan sur l'évolution de la maladie à coronavirus en Côte d'Ivoire. 302 nouveaux cas enregistrés ce vendredi, 2 nouveaux décès et 328 personnes guéries. Comme affiché donc sur ce graphique, on compte en Côte d'Ivoire 12 052 personnes positives à la maladie à coronavirus, dont 6 080 guéries, 81 personnes décédées et 5 891 cas actifs. Et je vous le disais en titre, 2000 familles dans le quartier précaire de Gobelet sont menacées de déguerpissement et pour cause, le terrain qu'ils occupent appartiendrait à l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Saliou Touré, un site de plus de 3 hectares et qui serait aussi classé au patrimoine de l'État. Timé Danger, Fulgence Kissiedou. Regard grave et inquisiteur. L'horizon est sombre pour ces habitants de Gobelet village, unique quartier précaire de Cocody, 30e épargné par les opérations de déguerpissement du plan Orsec. En cause, une menace d'expulsion des lieux liée à un contentieux foncier sur le site de plus de 3 hectares. Ici, devait être construit en 1994 un collège d'enseignement général. À l'époque, l'adversaire de ces habitants désemparés était ministre de l'Éducation nationale. Bénéficiaire d'un acte de paiement de 52 millions de francs CFA, ce dernier est en passe d'avoir un arrêté de concession définitive, de quoi troubler le sommeil des riverains. Nous avons le premier dossier en 2015. Nous n'avons pas encore d'ACD, nous n'avons pas de déclassement. Et c'est M. Saliou Touré qui a introduit le dossier en 2019 qu'on veut donner un ACD. C'est cela, nous ne voulons pas. Pour les habitants inquiets, le site n'a pas fait l'objet de déclassement et ne peut alors être vendu. Pour occuper légalement les lieux, l'association des riverains dit avoir constitué des dossiers depuis octobre 2015 pour le déclassement de la zone et l'attribution d'un ACD. Le président de Gobelet est formel. Une tentative d'expulsion arbitraire est en cours. Aussi appelle-t-il le chef de l'État au secours. On ne peut pas comprendre qu'un être humain paie 52 millions à la caisse, le trésor public, et on ne le donne pas reçu. Et c'est 10 ans après, en 2012, qu'on lui donne sa facture. Ça, on ne croit pas à ça. On est fatigué. On ne peut plus dormir. Il y a plus de 20 000 âmes ici. Nous prions Dieu, nous demandons au chef de l'État de personnes pour que vraiment Gobelet village là n'a qu'à rester. En 2015, le ministre Saliou Touré a voulu profiter du plan OAC pour une déguerpir. Le chef de l'État est intervenu personnellement, le village est resté. Nous le demandons encore de régler nos problèmes définitivement. ILO 269, l'eau 3309 de Cocody de Plateau, la parcelle litigieuse et non morcelée, avec aucun titre foncier, comme en atteste le dernier état de la conservation foncière
et des hypothèques en date du 30 juillet 2018. La protection des forêts, véritable préoccupation de la Côte d'Ivoire ces dernières années. Un atelier a eu lieu ce jour pour justement encourager les solutions innovantes à sa préservation. Il a été organisé par le programme des Nations Unies pour le développement et c'était en présence de Yeli Traoré et Harouna Zeba. Des griots, des artistes, des communicateurs, des hommes et femmes de culture réunis pour plancher sur la problématique de la déforestation en Côte d'Ivoire. C'est l'idée de l'atelier des laboratoires d'accélération dont le concept est de capitaliser des solutions développées par des individus ou des communautés pour résoudre leurs problèmes spécifiques. Le laboratoire offre des services qui permettent d'identifier non seulement les vrais problèmes, mais qui permettent également d'identifier les solutions les plus pertinentes et les plus originales portées par les communautés, par des individus, des solutions locales qui permettent d'adresser de façon durable les défis auxquels sont confrontés les pays de façon générale. Et l'idée des laboratoires d'accélération, c'est de pouvoir faire, on va dire, le développement autrement. Le développement à partir de la base, le développement en allant chercher des publics peut-être pas d'ordinaire ou peu associés au processus de prise de décision pour faire de telle sorte que les solutions trouvées par les communautés elles-mêmes, les solutions locales puissent servir de solutions qu'on puisse passer à échelle et faire de telle sorte que de façon nationale, on puisse, après les avoir testés bien entendu, on puisse les vulgariser et faire en sorte que le pays finalement retrouve son développement et fasse face aux défis de plus en plus complexes de développement. Pour le thème de la forêt, notre vision, c'est que la Côte d'Ivoire devienne championne d'Afrique en matière d'innovation et de gestion inclusive et durable des forêts, simplement parce que c'est un défi national prioritaire. Les participants de cet atelier saluent cette initiative du PNUD qui vise à prendre en compte les avis des populations et communautés locales à la résolution des problèmes auxquels elles sont confrontées. La forêt est d'un intérêt vital, d'un intérêt capital pour nos sociétés, pour l'être humain lui-même. Elle est un fondement essentiel de la vie sur Terre, parce que par la biodiversité, la forêt préserve la survie de toute espèce. Et donc, il m'a semblé important de répondre à l'invitation du PNUD pour participer à cette réflexion, pour que de 80% du couvert forestier que nous avons perdu, nous puissions progressivement reverdir la Côte d'Ivoire à travers des solutions originales, efficaces. L'initiative des laboratoires d'accélération du PNUD, dont le but est de construire le plus grand réseau d'apprentissage du monde pour relever les défis du développement du XXIe siècle, dispose à ce jour de 60 bureaux pilotes à travers le monde, dont 27 pour la région Afrique. Parmi les cultures qui fleurissent en Côte d'Ivoire, l'horticulture avec comme principale ville de production Azaguié, une production qui fait vivre les populations, mais son potentiel reste encore sous-exploité. Les producteurs pointent du doigt le manque d'appui du gouvernement. C'est le dossier du jour et il est proposé par Nadja Edja et Mathurin Badé. Elles sont au cœur de toutes les cérémonies. Mariage, anniversaire, baptême, funérailles. Aucune de ces étapes de la vie ne se fait sans les bouquets de fleurs. Abdoul Maïga en fait son business depuis plusieurs années. Sa spécialité, les fleurs tropicales. Bon, les fleurs qui sont là, il y a toutes les variétés de fleurs. Ce matin, on a reçu quelques clients qui viennent de partir. Il y a même des pots qui sont réservés. Et puis, ils sont allés s'apprêter, ils vont venir prendre pour aller à la prière. Par ça, par jour même, tu peux vendre. Les grands pots, on vient de faire là. Tu peux vendre au moins 7 ou bien 8. Là, les petits aussi, de plus. Puisqu'il y en a qui viennent, ils payent en gros. La plupart de ces produits proviennent d'Azaguié. La ville est réputée pour être la capitale des fleurs en Côte d'Ivoire, avec plus de 200 producteurs et une centaine de variétés cultivées. On a baptisé ce bouquet la côtière. Le côtière, il a l'areca, la feuille de l'areca, il a le cordeline, la tige de cordeline verte, 2 héliconias rouges, 4 tropiques, bec de perroquet, 1 sandriana et 2 pandanus, 2 feuilles de pandanus. Dans ce centre de conditionnement,
Amidou Zongo et ses amis préparent une commande de 80 cartons pour la Hollande. En moyenne, 40 000 tonnes de fleurs sont exportées chaque année, avec comme principale destination l'Europe. La valeur numéraire de la commande du jour, un peu plus de 500 000 francs CFA à se partager. Bon, imaginez 80 cartons pour plus de 200 planteurs, vraiment c'est très peu. Selon les horticulteurs, la culture des fleurs pourrait constituer un moyen d'insertion pour la jeunesse. Je suis venu dans les fleurs, premièrement pour résoudre les problèmes financiers. Et puis bon, comme il y a la possibilité de faire d'autres activités dedans, parce qu'il y a les décorations au niveau d'Abidjan par rapport au mariage, les décorations dans les églises. Il y a tout ça, c'est des possibilités qu'on peut exploiter en étant dans le milieu des fleurs. On a des marchés. L'horticulteur n'a rien à voir avec l'homme de production de cacao. À tout moment, ceux qui sont bien formés, c'est eux on coupe pour aller. Et c'est du 31 décembre, ou 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Nous, il n'y a pas petit trait ou bien on dit que non, nous on vend par semaine. Déjà le demi-hectare peut nourrir l'horticulteur avec tout ça, peut faire tout si vraiment il a un bon partenaire. Seul bémol, l'accès au marché et le manque d'appui de l'État au secteur, une réalité aggravée par la pandémie de coronavirus. Le fait que les vols ne sont pas réguliers, ça nous pénalise. Parce qu'on a beaucoup de fleurs qui nous restent sous la main, on n'arrive pas à exporter, on n'arrive pas à les vendre. Au niveau d'Abidjan aussi, il n'y a plus de cérémonies. Les cérémonies, les mariages, les événements et autres, il n'y en a plus. Donc c'est difficile aussi de vendre sur le marché à Abidjan. L'aéroport est fermé depuis mars là-bas. Et nous, on était assis. Et tous nos fleurs qui étaient à maturité, qui étaient prêts à exporter, tout ça on a jeté. On était obligé de couper pour jeter. Après, l'État a donné une petite subvention aux gens. Mais nous, on n'en a pas reçu. Mais nous, on a fait quoi? Puisque nous sommes dans les structures d'exportation. Mais pourquoi? Il y a eu quoi? Quand on exporte, nos transitaires, ils relèvent quelque chose. Nous, on doit payer un impôt aussi. Même si ce n'est pas peut-être chaud, mais pourvu on paye. Et c'est des familles qui sont nourries. Selon les acteurs, les premiers pas de l'horticulture datent des années 60. Le secteur est encore balbutiant malgré son potentiel. Le vœu des producteurs est de bénéficier d'un centre de formation qui permettra la professionnalisation du secteur. À l'étranger, au Mali, troisième manifestation du M5 ce vendredi. Le mouvement de contestation de début juin est composé d'une partie de la société civile, de l'opposition politique et de religieux. Réclame à nouveau la démission du chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Des manifestants se sont introduits dans l'enceinte de la radio et de la télévision publique ORTM ce jour, ce qui a interrompu la diffusion des programmes. Il faut dire que le discours et les propositions du président Ibeka cette semaine n'ont pas satisfait les manifestants qui continuent à réclamer sa démission. Et puis en République démocratique du Congo, la crise politique s'est transformée jeudi en manifestation violente avec 3 morts, 2 manifestants et 1 policier lors de marches interdites et réprimées contre le choix du nouveau président de la commission électorale. Récit de Yedi Traoré. 2 manifestants ont été tués dans les 2 principales villes, Kinshasa et Lubumbashi, selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies au Congo, qui s'inquiète de l'usage de la force létale par les forces de l'ordre. À Lubumbashi, la victime, un jeune homme de 32 ans, a été tué par la police militaire, ajoute cette même source sur Twitter, qui déplore la participation des soldats de l'armée congolaise aux tâches de maintien de l'ordre. À Kinshasa, des milliers de manifestants avaient été dispersés après avoir pu marcher un peu plus de 3 km. Ces manifestations interviennent contre le choix de Rantsa Malonda comme président de la commission électorale. Ce nouveau chef de la commission électorale a été investi avec pour mission de préparer le retour de l'ancien président Kabila aux commandes en 2023. En 2023, les pro-Kabila garderont la majorité parlementaire. Donc, ils rendront la tâche difficile au chef de l'État dans la coalition. C'est pourquoi nous sommes venus dire non à M. Malonda. L'opposition, les catholiques et les mouvements citoyens
s'oppose également au choix du cadre de l'équipe sortante de la CENI, Ransa Malonda. Tous accusent Malonda d'avoir organisé la fraude aux élections de décembre 2018. Une fraude qui a notamment profité à Félix Tshisekedi, d'après l'opposition. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et je vous souhaite à tous un excellent week-end.